Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Kelly Massol, donc la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli et j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une amie que je pourrais effectivement qualifier notre invitée de ce jour d'être une amie, une relation plus ou moins proche qui m'a vu évoluer ces dernières années. J'ai le plaisir d'accueillir donc Fatou Ndiaye de Black Beauty Bag. Fatou, bonjour. Hello, ça va? T'as vu, ça le fait. Grave. Bonjour Fatou, merci en fait d'avoir accepté donc de participer à un épisode donc de ce podcast qui a été pensé et réfléchi pour partager effectivement l'histoire en tout cas du cheveu naturel en France et du cheveu naturel des femmes ici. Et donc du coup, je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, même si à mon avis beaucoup de personnes te connaissent. Hello, hello. Donc je vais faire mes présentations. Je m'appelle Fatou Ndiaye. J'aurai bientôt 46 ans, le 24 septembre, donc n'oubliez pas mon anniversaire. Alors je suis ce qu'on appelle aujourd'hui créatrice de contenu, mais à l'époque on disait blogueuse. Donc mon blog s'appelle Black Beauty Bag. C'est un blog dédié à la beauté des femmes noires que j'ai créé en 2007. Et mon métier est créatrice de contenu. D'accord, donc c'est vrai que 2007, c'est quand même assez loin pour une partie des auditeurs. À l'époque, on disait qu'on était blogueuse. Exactement. Et puis, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte en termes de temps et de chronologie. Tu as commencé donc sur Internet, Facebook n'existait pas, Instagram n'existait pas. Donc on peut dire que tu fais preuve d'une longévité exceptionnelle et exemplaire. Essaie de nous remettre un petit peu dans le bain. 2007 c'est loin. En 2007 c'était quoi le constat à l'époque que tu as fait? C'était même avant 2007 parce que comme tu l'as dit, toi et moi par exemple on s'est rencontrés sur les forums. Avant qu'il y ait toutes ces applications et tous ces réseaux sociaux, les gens discutaient et échangeaient sur les forums. Donc forums de beauté, capillaire, make-up. Donc moi, j'ai connu les premiers forums beauté afro en 2003. Ouais. Donc c'est là qu'on a commencé à converser, à échanger, à aborder des thèmes qui sont aujourd'hui à la mode ou qui ont pignon sur rue. Mais tout ce qui était autour du cheveu, autour du make-up, autour de l'estime de soi, la confiance en soi, la maternité, la féminité, la sexualité, c'était des choses qu'on a déjà abordées à cette époque-là. Et l'un des sujets centraux qui était le cœur névralgique de l'occupation des femmes noires à cette époque-là, c'était comment prendre soin de ses cheveux. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux cheveux naturels, aux cheveux crépus, parce qu'à l'époque, j'étais encore défrisée. Et d'ailleurs, c'est le 5 avril 2006 que j'ai fait mon big shop. 5 avril 2006, donc on est sur plus de 17 ans de naturalité. Donc les gens ont l'impression que c'est un phénomène de mode, mais là, quand on t'entend, on se rend bien compte que tous ces sujets qu'on aborde aujourd'hui et qui font partie de l'empowerment aujourd'hui, qui créent du like et du clic sur Internet aujourd'hui, sont des sujets que tu as abordés, parfois en pionnière sur le net, avec d'autres pionnières. Et donc c'est là où nous on s'est rencontrés. D'abord, si je me rappelle bien, on était sur des forums comme Beauté d'Afrique, Black Jewels qui était un forum effectivement dédié à la beauté noire et métissée, beaucoup plus large. Il y avait cheveux ébènes et on parlait de make-up. Exactement. Et on parlait de capillaire, et je me rappelle toujours qu'à l'époque, il y avait une sorte de guérilla entre les défrisés et les filles naturelles. Oh là là.
Et donc ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, il y avait une sorte de clivage déjà à l'époque. Ouais. Alors, je te parlais même pas des loxées, alors elles étaient même pas prises. Elles Elles n'existaient pas. Parce que porter ses cheveux loxés en 2003 jusqu'à 2009-2010, C'était rare, hein. c'était rare parce que ces personnes-là étaient automatiquement stigmatisées. Mhm. On disait que les locks c'était pas propre, on disait que c'était des Ok, personnes, ça. voilà, etc., que c'était des personnes qui prenaient pas soin d'elles. Mhm. Alors qu'aujourd'hui, on peut voir de plus en plus de personnes loxées partout, et d'ailleurs j'en suis très fière. Et je suis très heureuse que cette communauté puisse s'épanouir au grand jour. Ce qui est intéressant, c'est au bout d'un moment, justement, ce clivage, cette guérilla, m'a poussée à créer un forum qui s'appelle le forum Bouclé Coton. Et oui. Et donc, tu as été membre de Bouclé Coton, et c'est d'ailleurs là où on a commencé à créer des liens Exactement. un peu plus, parce En que 2005, je crois. ouais, en 2005. Donc moi, en 2005, je crois que j'avais la vingtaine. Et je voyais déjà que j'étais pas toute seule à vouloir m'occuper de mes cheveux au naturel, et surtout il y avait plein de gens qui étaient perdus comme moi. Toi, tu faisais pas mal de make-up et du capillaire, tu as fait ton Big Shop en 2006. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce Big Shop? Qu'est-ce que tu ressentais à l'époque? Comment étaient les gens quand tu as fait ton Big Shop? C'était quoi la réaction du... Bon, alors déjà à l'époque, la norme c'était le cheveu défrisé. On se défrisait tout automatiquement. Dès Au qu'on voyait tissage. une repousse, moi je courais acheter mes 2 pots de défrisage pour me défriser les cheveux. C'était automatique, je ne me posais pas la question. Il fallait que mes cheveux soient défrisés. Et ce que j'ai aimé avec ces forums-là à l'époque, c'est que il y avait des femmes qui avaient déjà leurs cheveux crépus. Et ce qui est marrant, c'est que même on peut parler même de la mode maintenant, de tout ce qui est devenir vegan, végétarien. C'était déjà des questions que les femmes Qu'on abordait. s'abordaient. Parce que la plupart des femmes qui étaient revenues au naturel à cette époque-là, c'était des femmes qui avaient Un rapport à la décidé nature. de bien manger, Ouais. de manger, comme tu dis, sain, Sain, bio. bio. Et elles partaient du principe que si elles respectaient ce qu'elles ingéraient dans leur bouche, il fallait aussi que Elles qui est respectent ce sur le qu'elles mettent sur cheveu, leurs c'est la même cheveux. chose. C'est vrai. Et du coup, c'est ces femmes-là qui ont été pionnières du retour au naturel. Et elles nous expliquaient avec pédagogie. Elles essayaient en tout cas. Elles essayaient et c'était captivant. Et c'est pour ça que je suis nostalgique de ce temps-là d'Internet, parce qu'on venait vraiment sur Internet pour apprendre quelque chose et pas pour être fan de quelqu'un, où il n'y avait pas ce phénomène des likes et tout ça. C'était vraiment, je viens sur Internet pour être avec des femmes qui me ressemblent et apprendre des choses. C'était un peu comme les réunions Tupperware où, je sais pas si tu as connu ça, tu sais, Si. Avon, quand nos Ouais, mamans, ouais. elles avaient leur réunion Avon. Avant, elles cherchaient... Exactement. ouais. Et du coup, voilà, elles expliquaient pourquoi elles restaient au naturel, comment il fallait prendre soin des cheveux. Et vous voyez des femmes qui nous ressemblaient, avec des cheveux dont elles prenaient soin et elles faisaient des coiffures. Et c'était beau. Et puis moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours eu les cheveux longs. C'est vrai, j'ai toujours... enfin, dans notre famille, côté maternel et paternel, on a tous les cheveux longs. Et je me suis dit, elle me donne envie d'essayer, parce que je trouve ça super beau. Et j'étais même pas partie pour rester... c'est ça qui m'a arrangé. Je m'étais dit, je vais essayer, voir ce que ça donne. Et puis si ça me plaît pas, tu je vais repasseras. retourner au naturel. Et finalement, ça fait 17 ans que j'ai les cheveux crépus. Donc 17 ans de naturel, c'est long. T'as créé ton blog en quelle année? Le 20 juillet 2007. Le 20 juillet 2007, donc Ouais. après à peu près un an de retour au naturel. Exactement, oui. Est-ce que... Donc tu parlais de make-up, tu parlais aussi un petit peu de lifestyle déjà dès le début, Oui. en 2007. Et tu parlais aussi de capillaire. Tu as pu remarquer cet attrait particulier, en fait, surtout pour ce sujet-là? Alors, c'était surtout, à cette époque-là, les femmes s'interrogeaient beaucoup sur la question de comment prendre soin de sa peau, le make-up. On sait très bien que la distribution des produits make-up en France à cette époque-là, c'était pas encore ce qu'il y a aujourd'hui. Et beaucoup aussi sur les soins des cheveux. D'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Enfin, tu te lances, t'as pas beaucoup de followers, les gens suivent tes articles, et très vite t'es passé pour... Enfin, les gens t'ont qualifié d'experte beauté, make-up et capillaire.
Aujourd'hui, moi, ma remarque, c'est est-ce que tu penses que si tu t'étais lancé, par exemple, aujourd'hui ou il y a 5 ans, tu aurais eu un succès différent ou parce que aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur ce domaine, il y a tellement de personnes qui parlent de ces sujets-là. J'arrive pas à comprendre comment tu fais pour être une des seules qui reste, en fait. Qu'est-ce qui, pour toi, fait que tu as autant de longévité? Est-ce que c'est ton expertise ou est-ce que tu penses que le marché a changé, les gens ont changé, leur façon de penser, que du coup, c'est un sujet qui est interminable et surtout qui continue à passionner et qui se développe encore plus parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à venir sur ce domaine-là. C'est marrant parce qu'on me pose souvent la question. On me fait, ouais, ça fait des années que tu es là. Il y en a plein qui étaient là en même temps que toi, qu'on n'a plus vu. On a vu des gourous passer. Oui, et il y en a qui arrivent après toi et qui sont plus là. Alors moi, je pense que j'ai fait partie d'une époque où les femmes, elles avaient besoin et l'envie d'apprendre. Et il y avait aussi l'identification, exactement. Et il y avait aussi ce côté où... La fidélité ? Même pas. Moi, souvent, ce que les filles me disent, parce que souvent, j'ai même des femmes de 50 ans, 60 ans qui me suivent, elles ont des filles de 20 ans, et j'avais même parlé de ça avec mon fils qui a 21 ans, il me disait qu'il y a plein de filles avec qui il allait à l'école qui me suivaient, et il leur posait la question, quoi, et disait en fait c'était leur maman qui me suivait et qui l'ont dit, donc dans la continuité elles m'ont suivi, mais donc souvent... tu penses que tu es transgénérationnelle? Oui, mais surtout elles disaient aussi qu'elles avaient l'impression d'écouter une copine ou une grande sœur qui donnait des conseils. Enfin, il y avait pas ce côté où on regarde l'influenceuse comme une star. On ne mettait pas au même niveau que les people. C'était vraiment la créatrice de contenu. Elle a un savoir-faire. Elle sait de quoi elle parle. Moi, je fais partie d'une époque où même les blogueuses beauté, elles te parlaient du packaging du produit, des ingrédients. Il y avait quand même ce côté un peu journalistique où nous aussi, on allait chercher l'info. C'était pas juste te mettre un produit et dire voilà, le produit, il est top. Donc, et à l'époque, sur les réseaux sociaux, on trouvait pratiquement rien sur tout ce qui était beauté pour la femme noire. Donc, nos blogs étaient un peu leur almanach ou leur dictionnaire. Qu'est-ce que Fatou dit là-dessus? Qu'est-ce que Dani dit là-dessus? Voilà. Et du coup, les gens venaient... Ils allaient chercher l'info. Ils venaient chercher l'info parce qu'ils savaient qu'ils allaient trouver l'info, l'argumentation, les explications, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on te dit top 5 des meilleurs produits et on ne te dit pas pourquoi, on ne te fait pas d'effet sur plusieurs mois. L'autre chose, je pense que l'une de mes grandes forces aussi, et j'en ai conscience, c'est que le milieu de la beauté, c'est aussi un milieu qui est très jeune. Malheureusement, on vit dans une société patriarcale, très dans le jeunisme, où à partir de 25 ans, 30 ans, tu es qualifiée déjà de vieille. Et moi, je trouve que dans l'espace public, on ne voit pas encore assez de femmes noires, 30, 40, 50 ans, qui s'affirment et qui montrent que l'âge, c'est juste un chiffre et qu'au contraire, à partir de la trentaine, on est épanoui financièrement, socialement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec quand on avait 20 ans et qu'on n'avait pas un sou en poche. Bien sûr. Tu peux avoir la routine de beauté que tu veux pour tes cheveux, ou pour ta peau, ou pour ton make-up. Tu es indépendante financièrement, tu sais un petit peu près... émotionnellement, tu es déjà un peu plus stabilisée, donc ça te permet de faire tes choix, etc. etc. Du coup, je pense que de voir qu'une femme de 45 ans qui est bien dans ses baskets, qui vit sa vie et qui montre que, oui, j'ai peut-être 45 ans, la société veut vous faire croire qu'à 45 ans, je dois rester cachée à la maison. Ou que je peux plus être créatrice de contenu. Je peux plus être créatrice de contenu, ou être sexy, vouloir m'habiller, voyager, sortir. Je pense que ça aussi, ça a contribué à montrer aux femmes noires qu'en fait, vous pouvez être libre et vivre votre vie et que l'âge, c'est juste un chiffre. Donc ça m'a permis aussi ça a contribué à ma longévité et aussi le fait il faut toujours être, s'intéresser à l'actualité. Bien sûr. Je pense qu'à travers, malgré les années qui passent, j'ai toujours su rester dans le moment présent. Ce point-là, et donc là, du coup, c'est bien parce qu'on a pu remonter sur la genèse un petit peu de l'histoire, en tout cas, du cheveu
crépus et de la femme afro en France. Donc nous, on s'est rencontrés donc il y a pas mal de temps. Et donc j'ai dirigé le forum Boucle et Coton, qui était un forum dédié à la boucle et aux cheveux crépus. Ouais. Et donc il y avait pas mal de personnes issues de différentes origines. Il y avait des gens qui se connectaient du monde entier. C'est ça qui était hyper intéressant. Il y avait des gens qui venaient des États-Unis, qui partageaient Afrique, Antilles. Il y a vraiment un melting pot très intéressant. Et de là, moi, j'ai fait le constat que on avait beau utiliser du do-it-yourself à l'époque, nous-mêmes dans la cuisine, avec les ingrédients qu'on voulait choisir, beurre de karité, avocat, huile d'olive, etc., les eaux florales. Moi, je trouvais pas ça sexy et je trouvais ça quand même limite injuste qu'on soit obligé de faire nos propres produits, de saloper toute ta cuisine et de passer ton dimanche entier alors que tout le monde descend au supermarché, achète son shampoing. Si t'es là, t'es un grand samedi chez toi, j'ai plus de shampoing, non, en fait t'es bloqué, faut aller le commander sur internet ou sur un site pour faire de l'import américain. Je trouvais ça d'une injustice. Et puis de l'autre côté, je m'étais prise de passion pour faire des choses dans ma cuisine. J'aimais quand même bien les choses. On t'appelait la chimiste. Voilà. J'aimais bien détailler, étudier les compositions, voir les ingrédients. Donc c'est comme ça un petit peu que je me suis retrouvée à faire mes propres produits dans la cuisine. Tu as pu me voir évoluer, donc passer effectivement de choses qui n'étaient pas hyper... à des choses qui étaient beaucoup plus travaillées. En 2009, je décide de me lancer. Et déjà, la marque s'appelle Les Secrets de Loli. Les Secrets de Loli, oui. Toi, de cette époque, quelle est ta vision, en fait, de ce que je suis en train de faire ? Pour toi, c'est ahurissant ou bien tu te dis, mais en fait, clairement, oui, et il y a un potentiel. Parce que je sais que tu m'as toujours soutenue dès le début, en faisant même... des premiers articles de blog, en fait, les premiers articles de blog, ça a été toi et Dani. Avec la chantilly de karité. Ouais, le petit pot, je pense. Effectivement. Donc, en 2009, pour toi, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire ou tu te dis, bon, elle fait sa vie et puis on verra bien ce que ça donne? Non, moi, je savais qu'il y avait du potentiel et d'ailleurs, tu te souviens, à chaque fois, je te disais, pour moi, tu seras la Carole d'auteur française. Ouais, je te vrai. disais tout le temps ça. Et tu me disais, qu'est-ce que tu mets ? Non, j'ai dit, Loli, tu seras la Carole d'auteur française. Ouais, c'est vrai que en fait, je pense que la différence aujourd'hui, c'est la sororité, c'est l'entraide. Le forum Boucle et Coton, tu te souviens du slogan ou pas ? Non, j'ai oublié. Ah moi, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était « La beauté noire n'existe pas sans entraide ». C'était le slogan du forum. Je ne me souviens plus. C'est « La beauté noire est un trésor qui n'existe pas sans entraide ». Et ça, c'était vraiment le slogan du forum. Et c'est vrai que quand on parle d'entraide, on parle de tips, on parle de conseils, on parle de sororité. La sororité, ça a été vachement surjoué avec l'avènement des nouveaux réseaux. Des nouveaux réseaux, ouais. Moi, je peux plus. Sororité et bienveillance, c'est deux mots, je peux plus. Désolée. Faire preuve c'est un peu le but de ce podcast, c'est de faire preuve de bienveillance et d'essayer de rester bienveillant en fait dans sa vision de porter son choix naturel, que ce soit des choix personnels. Moi, la question que je me pose, c'est comment tu as vu cette niche évoluer ? Comment tu l'as vu ? Parce que tu as été consultée par des grandes marques comme L'Oréal ou d'autres. Tu as testé des marques US. Comment tu as vu Secrets de Loli émerger dans tout ça, en fait ? Alors, moi, je savais que... Parce que beaucoup de gens, je me souviens, comme ils appelaient le mouvement Nappy à l'époque, on disait, était arrivé en France. Les gens disaient, c'est une petite lubie c'était un phénomène d'Internet, de mode. Des panafricanistes, des gens qui veulent redécouvrir l'Afrique ou qui ont quelque chose, qui ont besoin de se prouver quelque chose. Pour les gens, c'était un petit truc qui allait durer 1 an, 2 ans, et puis après, on n'allait plus en reparler. Et les gens comprenaient pas, oui, mais vous parlez que de cheveux. Et moi, j'avais dit, mais en fait, le cheveu, c'est quelque chose de politique, on s'en rend pas compte. C'est ton identité. À partir du moment où tu défends ton corps, le droit d'exister, le droit à ta différence dans un espace public où on est peu visible, pour moi, c'est pas que quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose de politique. Et militant. Et militant, oui. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on qualifiait souvent des filles comme moi de blogueuses militantes
plus qu'autre chose, quoi. Et, D'ailleurs, tu as été catégorisée comme blogueuse militante, oui. alors que avant d'être catégorisée comme blogueuse beauté lifestyle. C'est vrai, c'est marrant. C'est très, très marrant. Donc, et à la fois, ce passif, aujourd'hui, ça a un avantage sur ta longévité. C'est ce qui fait ta longévité. C'est qu'il y a une essence même. Il y a une essence, il y a une légitimité. Et voilà, les gens savaient qu'à l'époque, les créatrices de contenu... déjà, c'était l'écriture, c'était les blogs, donc fallait écrire. Donc fallait plus montrer, fallait écrire. Fallait écrire, ouais. Notre professionnalisme était jugé sur ce qu'on écrivait. C'était pas t'es jolie, t'as un beau look, c'était plutôt l'écriture qui captivait les gens, les propos. C'est pour ça que les gens aimaient beaucoup lire les blogs. Et non, je savais que c'était pas un petit mouvement qui n'allait pas durer. Je savais que c'était quelque chose qui allait perdurer parce que le fait de voir des femmes noires francophones et non des noires américaines, déjà, je pense que ça a aidé beaucoup de femmes noires de se dire, c'est une fille qui me ressemble, donc je peux faire la même chose qu'elle. Et puis, le fait que tu lances ta marque, que tu oses lancer ta marque parmi ces géants de l'industrie, je savais, de toute façon, je te l'ai toujours dit, j'en riais, j'ai dit, dans quelques années, on discutera de ça autour de verres de champagne. Et on l'a fait. Et on l'a fait. De se souvenir de comment on galérait pour avoir même un petit produit pour le mettre en dotation, sur nos têtes, en dotation. Et puis, je me souviendrai toujours de c'était en 2009, d'ailleurs, il faut que je regarde sur mon blog, quand tu avais fait ton premier événement autour de ta marque. On était... 2010, c'est la boutique. 2010, pour les 1 an de la marque. De la marque. Il y avait des youtubeuses, des blogueuses, on était une dizaine, quinzaine. On ne pensait pas que... 13 ans plus tard, on allait voir en gros 4x4 sur les champs, sur Haussmann, ta grosse tête, avec les secrets de Loli, quoi. Donc comme quoi, quand on est passionné et qu'on fait les choses avec le cœur, et que des femmes autour de nous croient et nous soutiennent, on peut arriver très loin. Bien sûr. Je pense que la marque, sa capacité, et je pense que c'est aussi ta capacité, c'est fédérer. Oui. Arriver à fédérer. Il y a des gens qui me disent, et ça c'est un truc que j'aime pas, c'est la classification de la souffrance. C'est une échelle invisible et qui te dit mais je comprends pas, moi vous vous adressez moins aux femmes noires, vous nous avez oubliés. Non, j'ai pas oublié. Ce que j'ai créé, et c'est ça le mouvement My Hair, My Power, c'est rallier toutes les personnes autour d'une même cause pour avancer dans un sens. On a nos propres souffrances. Combien de fois j'ai été dénigrée pour mes cheveux, trop de cheveux, pas coiffable, toujours des chichis qui dépassent, etc., etc. Donc pas propre sur moi, pas soignée. Même dans un certain boulot, j'ai été virée pour ça. Ouais. J'ai déjà été virée d'une grosse boîte au bout d'un mois, en rupture de période d'essai, à cause de mon look, à cause de mes cheveux. Et ça, aujourd'hui, tu le racontes, on te dit mais non, ça n'existe pas. Tu vois, mais oui. Et du coup, le fait de me rendre compte, en tout cas, que mes souffrances capillaires sont aussi des souffrances capillaires pour une autre fille qui a un autre type de cheveux, pour une autre qui est peut-être qui a une boucle peut-être plus détendue, mais qui elle aussi passe pour une fille dont les cheveux ne sont pas coiffés, lissés ou autres, je me rends compte que le cheveu, en fait, c'est notre identité. Et c'est un moyen d'acceptation et d'affirmation de soi. Et je peux pas dire à une femme « Ah bah non, désolée, tu n'as pas les mêmes souffrances que moi, tu vois ?» C'est pour ça que la marque a commencé à devenir de plus en plus universelle. Et c'est pour ça qu'elle a eu de plus en plus de poids. C'est en se ralliant tous, en fait, sur l'émancipation, le fait de se dire bah, « Je m'accepte au naturel, en fait. » Et j'ai pas besoin de rentrer dans la case. Parce que si tu coches bien, toi et moi, peau foncée... cheveux crépus, rondes. Oui, tous les trucs. On coche toutes les... Aujourd'hui, on est à la mode. Mais il y a 14 ans, quand les secrets de Loli ont été lancés, moi, j'avais rien pour réussir. J'avais juste ma tête, mon cœur et des femmes qui m'ont soutenue en se disant, bah, en fait, elle essaie de faire un truc pour nous, donc... On va essayer d'y participer aussi, on va en parler, on va faire du bouche à oreille, etc. etc. Moi, j'oublierai jamais mes débuts. Et d'ailleurs, je fréquente encore des gens de mon début, ça fait des années qu'on se côtoie,
Parce qu'en fait, c'est la base même de là où j'ai trouvé la force de continuer et d'essayer d'ouvrir les portes et d'avoir des refus et de me dire que je vais essayer de rentrer dans tel magasin ou tel magasin. C'est ça qui m'a poussée. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a aidé, toi comme moi, et je pense qu'on ne se vantera pas. On le dit peut-être pas assez souvent et les gens, ils ont peut-être beaucoup oublié tout ce qu'on a fait. Parce que moi, j'ai dédié 14 ans de ma vie. Ouais. C'est quand même énorme. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Enfin, c'est plus d'un tiers de ma vie que j'ai dédié à la marque. Je pense qu'on peut se dire aujourd'hui qu'on a aidé à fédérer et à construire un marché en France qui n'existait pas. On a changé beaucoup de choses. Moi, je le vois dans le domaine du lifestyle, du make-up, surtout. Du make-up. Où on t'a consulté souvent par rapport aux teintes. Quand on voit les teintes qui sont arrivées en France au sein de grandes marques, ou la question du cheveu crépus aussi dans des campagnes publicitaires et tout ça, j'ai énormément Tu as participé, je me rappelle, t'as fait Garnier. J'avais fait Garnier, après j'avais fait aussi la grosse campagne pub L'Oréal pendant 2 ans qui était passée à la télé pour L'Enfantin, l'accord parfait. Ouais. J'ai fait beaucoup de campagnes où j'ai insisté pour garder mes cheveux crépus, alors qu'on me demandait de les lisser. Tu as fait Yves Saint-Laurent, tu as fait plein de choses. Non, c'est important de célébrer ces victoires. Est-ce que tu dirais que ce qui fait que le mouvement naturel en France a avancé, c'est que finalement des gens comme toi ou comme moi ou comme d'autres sont devenus mainstream? Oui, c'est important de le dire parce moi, ça faisait partie de ma stratégie. Moi, j'espère ne pas être hors sujet, mais c'est important de le dire. J'ai parfois l'impression aussi que les gens veulent qu'on reste dans une niche. Dans une case et dans une niche. Et que dès lors où tu deviens mainstream, c'est comme si tu avais vendu ton âme, trahi ton... Enfin, on vit tous en France. Je pense que même les gens qui vont me critiquer ont des employeurs blancs, travaillent pour des grosses boîtes où il y a des personnes blanches. On vit dans un pays où la majorité est blanche. À un moment donné, je ne peux pas prétendre vouloir défendre ma visibilité dans un espace public. Si tu restes que dans ta zone de confort, on a besoin d'aller et de montrer. Donné, si on veut faire changer les choses, il faut être là où les messages se portent. Les messages se portent, et c'est pour ça que moi je suis plus pour l'inclusion que la diversité. Et je le dis souvent parce que la diversité, c'est comme si on t'invite à dîner, t'es sur la table et on te sert ton repas, alors que l'inclusion, tu prends part à la discussion. Tu es dans la cuisine, alors que la diversité, c'est juste pour faire joli sur le tableau. Et du coup, moi, je pense que c'est important, en fait, d'être dans les espaces. L'inclusion, on écoute ta voix, on écoute ce que tu dis. La diversité, c'est qu'on te montre voilà. Et ça reste superficiel. Tu participes pas à la conversation. Exactement. Et mais tu es assise à la table. Si j'avais pas introduit certaines sphères professionnelles dans lesquelles je suis actuellement, j'aurais pas pu changer les choses. Parce que oui, mais en fait, le but de tout ça, c'est d'avoir un impact. En fait, c'est de vulgariser, normaliser les choses. Enfin, pour moi, le cheveu crépus, même dans un monde idéal, on ne devrait même plus en débattre. Ça devrait être quelque chose de normal. Mais aujourd'hui, on en parle encore parce que c'est pas encore assez entré dans les mœurs. Il y a plein de choses à changer. Donc du coup, moi, je trouve ça injuste un peu de faire le procès des gens en disant oui. Qui ont fait avant, vous étiez vrai parce que vous étiez dans la niche, et puis maintenant que vous êtes mainstream, et on nous reproche en fait ce qu'on adoube chez les Noirs américains. Quand on voit des Carol Dauter, des Shimoster, pour parler que de ces marques-là, c'est des marques mainstream aujourd'hui qui se vendent dans les Target, dans les supermarchés, et toutes les femmes achètent ces produits-là. Donc à un moment, moi je préfère avoir plus de produits qui vont me parler. C'est l'accessibilité. Exactement, c'est ça. Et c'est ce que je disais. C'était injuste de devoir commander sur Internet, d'attendre une semaine ton shampoing, alors que tu peux descendre en bas de chez toi et aller effectivement, tu vois, dans un magasin où tout le monde va acheter ses produits. Oui. Et pour moi, c'était devenu une obsession maladive. Je le dis, c'était devenu une obsession de me dire, je veux que, en tout cas, si c'est pas ma marque, mais d'autres, je veux que les produits soient accessibles, que je n'ai pas, en fait, à me sentir ma différence jusque sur l'achat de mes produits d'hygiène. Parce qu'on est en train de parler quand même d'un produit d'hygiène à l'origine. C'est vrai. C'est quand même la base. Donc là-dessus, c'est vrai que le marché, il a évolué.
Ça fait quasiment 20 ans qu'on est dans le domaine. On a fait preuve de discrétion et à la fois à la fois, il a fallu qu'on se mette en avant pour montrer qu'on existait, et à la fois, on a fait preuve de grande discussion, de grande discrétion sur tout ce qu'on a réussi à réaliser pour faire avancer les choses. C'est vrai. Moi, je suis très heureuse de voir aujourd'hui des blogueuses, des créatrices de contenu exploser aux yeux de tous et de voir que elles arrivent à avoir des contrats, à faire des belles campagnes, etc., avec leurs cheveux naturels. Aujourd'hui, dans les castings, on recherche des filles avec des cheveux naturels. Ouais. C'est comme tu dis, après il y a l'inclusion et la diversité, ça c'est encore d'autres débats et d'autres combats à mener. Est-ce qu'on va s'en charger ou est-ce qu'on a le droit de prendre notre retraite? Ça. Du coup, tu as pu évoluer ces dernières années et on a pu vraiment voir évoluer ton blog de quelque chose donc, qui était de niche à quelque chose qui était plus fashion et plus lifestyle. Quels sont en fait si tu devais donner des conseils à justement des créatrices de contenu, est-ce que tu leur dirais d'être ultra nichée et ultra experte sur un domaine et ensuite de s'ouvrir, ou bien de se dire allez je tape directement, je fais tout dès le début, du lifestyle, du cheveu, du make-up, ou tu leur dirais restez concentrés et prouvez votre plus-value sur un chemin? Alors c'est vrai que le milieu il a beaucoup évolué, changé en bien comme en pas bien. Moi je pense que la force d'un créateur de contenu, déjà je sais que ça va être bateau ce que je vais dire, mais c'est de rester soi-même. Oui, donc tu es en train de me dire qu'il ne faut pas chercher à rentrer dans un moule. Faut pas chercher à être un couteau suisse. Pour moi, déjà être un couteau suisse et faire des choses parce qu'on a vu que chez X ça marche. Faut savoir que les gens vont vous suivre parce que vous êtes différent. Parce que tu votre personnalité, ouais. Qui êtes-vous, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce qui peut être inspirant chez vous. Au naturel. Voilà. De pas essayer de copier ou calquer quelqu'un, parce qu'en fait, si c'est pas vous, à un moment donné, on va le voir. Ça va se voir. Proposer du contenu qui vous ressemble. Si vous êtes une fille qui aime tout le temps s'habiller en jean basket, montrez qu'en jean basket, vous êtes vous-même et que vous pouvez proposer des choses différentes tout en restant en jean basket. Si vous aimez les voyages, la nourriture, le make-up, de vraiment proposer et montrer ce qu'on aime. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, ça se voit vraiment dans la création de contenu. Et puis, de pas se cantonner à quelque chose parce que c'est là où les gens nous attendent. C'est vrai qu'on a tendance à penser, créatrice de contenu noir, c'est tout de suite cheveux, beauté, make-up. Alors toi, tu étais déjà très tôt sur le thème de l'acceptation de soi. Dès le début. Oui, l'acceptation de soi, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé sur mon blog. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que je trouvais que les femmes noires se restreignaient sur beaucoup de choses. Elles n'osaient pas se montrer. Il y avait beaucoup de tabous autour de beaucoup de sujets. Et pour moi, de toute façon, c'était une femme qui a confiance en elle. Elle est sans limite. Elle peut tout faire, ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie un petit peu des choses qui m'ont poussée. Beaucoup de gens me disent « Mais comment tu fais pour avoir confiance en toi ?» Moi, j'ai pas toujours eu confiance en moi. C'est pas naturel, en fait. Mais tu te forces à sortir de ta zone de confort et voilà. Je pense que tu as beaucoup impacté les gens sur le capillaire, sur le make-up, mais beaucoup sur l'acceptation de soi-même et la confiance en soi. Je pense que... Je me rappelle, il y avait des femmes qui disaient « Aujourd'hui, j'ai osé mettre des boucles d'oreilles rouges. » Ouais, même le rouge à lèvres. Et toi, c'était le rouge à lèvres. Oui, je me souviens. Parce que tu mettais toujours des rouges à lèvres. Bien flashy. Des couleurs flashy. Le MAC, je me rappelle plus de ce nom-là. Le Ruby Woo. Ouais. Et les gens disaient j'ai osé l'acheter, j'ai osé le porter au travail. Et je pense que c'est là où on voit la différence entre une créatrice de contenu et les personnes qu'on dit influentes.
tu vois, une influenceuse. L'influence a vraiment perdu de sa superbe, Ouais. alors qu'en fait, c'est ça. Avoir de l'influence, c'est quelqu'un qui se dit oh, aujourd'hui, tu sais quoi, je vais faire comme Fatou, je vais mettre ce rouge à lèvres là et je vais aller au travail avec. Ça avoir Et d'ailleurs, un impact. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le mot influenceur, je l'aime plus trop. Parce que pour moi, on m'avait déjà posé la question. J'ai dit, moi, pour moi, l'influence, ça va au-delà du following, du nombre de personnes qui nous suivent ou des likes qu'on a. Pour moi, quand on parle d'influence, c'est quelque chose qui perdure. C'est quelque chose qui a un impact dans la vraie vie. Qui va impacter, que ça soit socialement, sociologiquement, ou voilà, en fait, c'est dans la durée, c'est une transmission. C'est quelque chose qui impacte les gens, que ça soit dans l'affectif, que ça soit dans l'intellect. Et aujourd'hui, on pense que être influent, c'est juste, parce que des personnes ont acheté quelque chose que tu as conseillé. Donc, non, pour moi, c'est pas ça l'influence. Même ma voisine peut m'influencer. Bien sûr. Tout le monde peut être du moment qu'on arrive à faire changer quelque chose auprès d'une personne, pour moi, on l'influence. Donc voilà, et comme je te disais tout à l'heure, c'est ce qui manque dans l'univers de la création de contenu. Là où avant, il y avait cette envie de changer les choses, de partager, de promouvoir des états d'esprit, de belles choses, je retrouve plus trop cet état d'esprit maintenant. On a fait une discussion hors micro, et c'est très intéressant parce que est-ce que tu dirais que tu as vu évoluer donc l'influence noire en France, le monde de l'influence et de la créatrice de contenu afro? Parce que moi, je me rappelle, on a eu une période où on était dans la pédagogie, ouais. Et puis il y a eu un moment où c'est parti en cacahuète. En cacahuète, merci. Et où tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des gourous. Donc il y a eu des gourous défrisés, il y a eu des gourous naturels qui te disent voilà, je sais tout, faut acheter ça, faut suivre ma méthode. Et puis maintenant, on est sur des gens qui vendent leur savoir, un savoir qui est disponible quasiment gratuitement ailleurs. Sur Internet, ouais. Sur Internet, avec des méthodes pour avoir les cheveux crépus plus longs, méthodes pour refaire pousser tes cheveux. Comment ça se fait que notre blogging, notre création de contenu n'évolue pas vers quelque chose, vers justement des business ? Mais des vrais business comme des marques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de créatrices de contenu qui ont fini par se lancer dans un business, avoir des employés, etc., etc. Alors que souvent, quand tu compares à un autre type aux caucasiennes, elles se lancent, elles fonctionnent, elles vont sortir leur marque, leur sac, on pourrait parler de Sananas, tu vois ce que je veux dire ? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à transformer l'essai alors qu'on arrive à attirer des gens, on arrive à faire payer du service, entre guillemets, avec des méthodes ou autres, mais qu'il n'y a pas de business qui se crée et qui perdure, parce que... Alors, c'est une question ça va être corsée, hein. Non, c'est une vraie question. Je vais essayer d'être concis et pas très longue. Déjà, le blogging, au début, c'était quelque chose qui n'était pas pris au sérieux. C'était les gens... Et puis, il n'avait pas de but monétaire. Voilà. Pourquoi vous vous montrez sur Internet les gens se moquaient, c'était ridicule. D'ailleurs, c'est pour ça que plein de filles qui ont commencé même en même temps que moi, beaucoup ne montraient pas leur visage sur Internet. Parce qu'elles ne voulaient pas que leurs collègues ou leur famille, leur mari, soeur ou frère sachent qu'elles bloguaient, quoi. C'était une honte. Ensuite, quand ça a commencé un peu à se professionnaliser, avant que même l'argent rentre, parce qu'au début, c'était les invitations, recevoir des produits. Parlons-en. Ça a commencé comme ça. Parlons-en, pas tout. Nous, on a été les filles noires. Avant d'être payées. Oui, on a commencé à rentrer déjà dans ce système-là beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Moi, je me souviens, j'ai commencé à être invitée vers 2011, 2012. 2012, invitation gratuite, dotation, mais toujours pas de chèque. Hein. Oui, mais même à l'époque, chez les blogueuses blanches, c'était pas encore très... c'était pas tout ce qui était monnayable, c'était pas encore très... c'était pas encore... dans les mœurs. C'était pas encore dans les mœurs. Donc c'est vrai que j'ai fait partie des premières blogueuses qui ont commencé à monnayer, parce que sur les blogs, tu avais les annonceurs, tu avais tout ça, donc ça a commencé sur à mettre un prix, en fait, sur ta valeur. Exactement.
Après, pourquoi il n'y a pas beaucoup de créatrices de contenu qui transforment l'essai en business? L'essai en business? On va dire les choses, il y a beaucoup de racisme. C'est un milieu où il y a beaucoup de racisme. Et une fille noire aura moins d'opportunités qu'une fille blanche. Parce qu'on est dans un milieu où encore, quand tu es blogueuse noire, enfin moi par exemple, Fatou Ndiaye, on va pas me voir comme blogueuse mainstream, entre guillemets, on va me voir comme blogueuse noire qui fait des trucs pour les noirs. Là où une blogueuse blanche, on va pas la voir par sa couleur de peau. On va voir toutes les opportunités qui... Nous, on nous voit encore comme un groupe social. On ne nous voit pas comme des individus à part. Là où une personne blanche, par exemple, par exemple, Fatou, c'est tout le groupe de filles noires. Là où une Stéphanie, ce sera juste Stéphanie blanche, peut-être. Qui peut impacter tout le monde. Mais qui peut impacter des Noirs, des Asiatiques, des Maghrébines. Il y a déjà ça. Les filles blanches ont des plus grosses communautés parce qu'elles sont suivies par moi qui travaille avec beaucoup de marques qui ont des outils pour voir les statistiques ethniques, même si entre guillemets c'est interdit en France, mais on sait qu'en off c'est pas, il y a les outils pour voir. Tu as des blogueuses très connues, même les plus connues actuellement, qui sont blanches ou maghrébines, qui sont suivis peut-être par 35-40% de noirs. C'est beaucoup quand même. Quand tu as des millions de personnes qui te suivent, tu as 40%, c'est beaucoup. Là où une fille noire, il y aura beaucoup de sa communauté afro qui vont la suivre, mais les filles blanches vont pas... oui, forcément, ta capacité de croissance... C'est pas la même. C'est très rare d'arriver à 1 million de followers quand tu es une femme afro-descendante. Et même celles qui vont réussir à y arriver, c'est parce que elles vont parler... Elles sont devenues mainstream. C'est parce que soit elles sont dans le comique... soit elles vont être très militantes, parler des sujets d'actu, tout ce qui est sociétal. Mais quand tu es de niche un peu très mode ou très beauté, beauté aussi. Il y a beaucoup d'influenceuses maintenant, beauté, qui ont le million. Mais quand tu sors de ces sphères-là, c'est un peu difficile. Pour transformer Par exemple, quand tu es dans le luxe et que tu es noire... Parlons-en, le luxe. Le luxe. Est-ce que tu as vu ce nouveau phénomène qui arrive beaucoup aux États-Unis du blogging noir luxe Parce qu'en fait, l'esthétisme du luxe n'était tellement pas associé à la femme noire que c'était beaucoup plus rare d'avoir des opportunités. Et il y a des agences qui se créent avec des contenus ultra léchés de nanas qui portent du Chanel, du Dior, ou des créateurs absolument pas connus, mais d'une beauté incroyable sur ce qu'ils font, et qui ont un esthétisme dans la création de leur contenu qui fait que voilà, tu rentres dans un univers hyper luxe, hyper niché et qui commence à exploser sur Internet, à avoir des contrats, à être appelés. Alors après, elles sont appelées par du mainstream ou du pas de mainstream. Mais est-ce que tu crois que justement ce nouvel esthétisme qui fait que c'est hype finalement d'associer les femmes noires à cette catégorie-là, il y a beaucoup aussi le voyage seul, femme noire et voyager seule aussi, c'est un créneau qui est en train de se développer et qui fonctionne bien aux États-Unis. Est-ce que tu crois que ça, justement, ça va arriver en France et que du coup, ça va permettre de saisir des nouvelles opportunités toutes les femmes afro qui font de la création de contenu? Honnêtement, en France, non. Déjà, même les Américaines, c'est compliqué parce qu'elles sont obligées même de payer. Moi, elles financent leur propre... J'ai parlé avec des influenceuses noires mode très connues. Elles m'ont dit qu'en fait, même pour avoir accès ici au Fashion Week ou à certaines... et j'étais choquée, je leur ai dit, c'est pas normal. Avoir à des maisons de presse, elles sont obligées de payer des RP. Pour pouvoir se vendre. Il y en a une qui m'a avoué qu'elle payait, lors de la Fashion Week, elle déboursait 10 000 € pour pouvoir avoir accès à des défilés et tout ça. Normalement, c'est gratuit. Le luxe pour les femmes noires en France, il est très, très fermé. On a peu d'influenceuses, on en a peut-être une ou deux que l'on voit dans les Fashion Week, mais encore, c'est toujours, il faut qu'elles soient grandes, minces, qu'elles ressemblent à des mannequins. D'accord. Voilà, il faut qu'elles aient un certain esthétisme, une certaine taille. Alors qu'on peut dire que toi, tu es quand même porteuse de mode. Enfin, toi, Fatou, la mode, c'est quelque chose qui t'entoure. Tu as travaillé d'ailleurs avec des belles maisons, tu as fait des beaux partenariats. Donc comment... Est-ce que tu dirais que toi, en fait, c'est ta différence et tout ton passif et ton ancienneté qui fait que tu as accès à ce genre de choses? Ou, enfin, c'est pour ça, parce que les gens peuvent se poser la question, ou est-ce que c'est le monde qui change?
Ou est-ce que pour toi, tu penses que tu es une exception, justement? Ben, moi, par exemple, tout ce qui est Fashion Week, luxe, je l'ai connu à l'époque où je travaillais pour un magazine qui s'appelait Goubard, Mhm. où j'étais rédactrice beauté. Donc nous, on a vraiment vu les débuts, les balbutiements on a été les premiers noirs francophones en France À faire partie des sept. à découvrir le milieu de la Fashion Week. Et même là, on a subi beaucoup de méchanceté parce que on était noirs. Dès qu'on arrivait à des défilés, c'était qu'est-ce que vous faites là? Pourtant, on avait nos cartons d'invitation. Ouais, Des bien fois, on nous sûr. refusait les accès. Alors que là, on On a arrive vécu à beaucoup de racisme. à un moment où Pharrell Williams est directeur de chez Vuitton, homme, quoi. Oui, C'est incroyable. mais même là, encore une fois, même si on va voir des noirs L'euro, dans les il Fashion était... Week, ouais. ce sera des noirs américains. Et Ce ne hyper sera connu. pas des noirs francophones. Mm. Voilà. Et après, pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait qu'on ne voit pas encore beaucoup d'influenceurs euh, transformés en chefs d'entreprise et tout ça, moi, par exemple, pour mon exemple, plusieurs marques m'ont proposé de faire des collabs, de sortir des produits avec eux, mais ça m'intéressait pas parce que c'est pas quelque chose... Sortir un produit juste pour dire, voilà, le rouge à lèvres, en fait, il a mon nom ou une gamme de produits, non, ça m'intéressait pas. Je suis tranquille dans ma petite vie où je gagne Oui, très bien bien sûr. ma vie. Bon, je suis aussi chef d'entreprise parce que je suis entrepreneur. Mais en France, je pense qu'il faut avoir les épaules lourdes pour se dire, je vais, en tant que personne noire, décider de... Et c'est pour ça que je t'applaudis, parce qu'au départ, il y a une réalité que les gens peut-être ne comprennent pas beaucoup. Peut-être que tu me diras si j'ai raison ou tort, parce que je le vois. On a tendance à croire que parce qu'on est suivi peut-être par des millions de personnes sur Internet en tant que noir, que ces gens-là Il y vont a se, pas de vont se transformer en en client. clients. Sauf qu'il y a une réalité du marché, c'est que bah déjà en France, il y a moins de noirs que de blancs. Et que quand tu fais quelque chose de niche, c'est très difficile de gagner ton argent au début. Et après, c'est pour ça que les gens... C'est pour ça qu'après, mal à transformer l'essai. On a mal de transformer l'essai. Et surtout, je surtout comprends si tu restes pourquoi dans la maintenant, plein d'entrepreneurs noirs qui créent leur marque, après, bah, ils s'ouvrent au mainstream. Parce que si tu restes que dans ta niche, tu peux pas faire d'argent. Tu peux pas gagner d'argent. Tu peux pas gagner d'argent et on dit à chaque fois qu'on n'arrive pas à monter des projets même moi, et que les projets au début, je parlais beaucoup de marques afro, que ça soit du textile et tout ça. Mais à un moment, je me suis dit, il faut que je gagne aussi ma vie. Je peux pas tout le temps parler des gens gratuitement. Et malheureux, et c'est une réalité, Kelly, on va être honnête. Je vivrais pas de mon travail aujourd'hui si je ne travaillais pas avec les grandes marques mainstream blanches, entre guillemets. Oui, parce que c'est elles qui ont l'argent. Parce que la plupart des marques afro, en fait, elles n'ont pas d'argent. Elles n'ont pas de budget. Elles n'ont pas de budget et elles ne comprennent pas pourquoi il faut payer un influenceur. Donc voilà. Ok. Écoute, aujourd'hui, on est sur une période où on peut voir que en l'espace de 15 ans, enfin moi je suis très heureuse d'avoir participé et surtout d'être spectatrice, que sur c'est ça, d'avoir, j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit. Qu'il y a eu une révolution pour la femme afrodescendante en France, mais pas que d'ailleurs. Si tu devais faire un constat et tu devais espérer que ça avance dans un sens, ce serait lequel que tu choisis? Comment tu veux que les choses évoluent et continuent à évoluer pour la femme afrodescendante en France? Qu'il y ait déjà plus de représentation. Plus de représentation. Plus de représentation, je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. Il y en a plus qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on ne va pas se mentir. Mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez. Et dans toutes les sphères. Et pas que l'influence. Bien sûr. Parce que bon, c'est encore un métier qui n'est pas encore... qui n'est pas aussi mainstream que les métiers qu'on connaît. Mais je trouve que dans l'espace public, que ça soit dans les métiers tertiaires, même à la télé, au cinéma... dans la littérature, politique, cuisine, dans toutes les sphères sociales et professionnelles, on n'est pas encore assez représenté. Je voudrais qu'elle soit plus libre, que la femme noire ne se ferme pas des portes, qu'elle a le droit d'exister, qu'elle a le droit de revendiquer sa différence, de la cultiver aussi, et de s'aimer et de se célébrer tous les jours.
Voilà. Je pense que les petites filles noires ont besoin d'exemples de femmes noires et d'hommes noirs. Et qu'aujourd'hui, je suis très contente aussi. Peut-être que ça va pas plaire. Bon, je sais pas s'il y a des Américains qui écoutent ton podcast. Je pense pas. Mais je suis contente quand même parce que le fait qu'Internet se soit vulgarisé, démocratisé, on a pu voir que les Américains n'étaient pas si intelligents que ça. Dans le sens où on avait tendance à les idolâtrer, à penser que tout passait par eux. Mais qu'on peut créer nos propres... Et aujourd'hui, on peut créer nos propres modèles, nos propres références. Qui ne sont pas forcément américains. Et qui sont... Parce que pour moi, on a aussi nos différences, on a nos cultures qui sont différentes, on a une langue différente. Il y a plusieurs cultures afro, que ce soit Caraïbes, en Afrique. Et je trouve que c'est important de les mettre en avant. Et que les petits garçons et les petites filles ont besoin d'avoir autour d'eux des exemples à qui ils peuvent s'identifier sans traverser l'océan. Voilà. Et donc une dernière question, ce sera la question en ce qui concerne le soutien entre femmes. Moi, ce qui ressort de toutes ces années de combativité, de militantisme et de volonté d'impacter, sont finalement des femmes qui ont voulu changer les choses. Est-ce que souvent, moi on me dit est-ce que vous pouvez pas être mentor ou ce genre de choses-là, est-ce que tu penses que ça continue? La beauté noire est toujours un trésor qui n'existe pas sans entraide? Alors je dirais toujours que la beauté c'est comme tu dis un trésor qui n'existe, dans le sens où ça n'existe pas sans entraide. Je sais que tout ce qui est beauté dans les cultures afro, c'est quelque chose qui se passe de bouche en bouche, de mère en fille. La transmission. Voilà, même quand on se coiffe, il y a une transmission, il y a un discours. Je pense qu'il y aura toujours besoin de cette entraide, qu'on aura toujours besoin de voir qu'il y a quelqu'un qui transmet un message d'espoir, et au-delà du message d'espoir, qui montre aussi à travers sa vie, son épanouissement et son discours que ce qu'elle dit c'est vrai, ça lui a apporté des choses. Et je pense que de toute façon les femmes auront toujours besoin on aura toujours besoin de transmission, on aura toujours besoin des unes et des autres, parce qu'on a des histoires communes, on peut pleurer ensemble, on peut rire ensemble et on se comprend mieux entre nous. Voilà. Et donc du coup est-ce que tu comprends vraiment l'essence de ce que j'ai essayé de créer avec My Hair, My Power, cette campagne? Oui, moi je la comprends, je la comprends depuis des années, parce que pour moi, le passage aux cheveux crépus, ça n'a pas été que quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose qui a contribué même à me donner encore plus confiance en moi. Le cheveu crépus, c'est quelque chose naturel, c'est quelque chose qui se voit. Je sais que quand je porte l'afro, c'est quelque chose qui est volumineux, c'est quelque chose qui se remarque, donc pour moi il faut avoir confiance en soi. C'est quelque chose qui a contribué aussi à l'évolution de mon style, la perception de ma personne, ce que je peux véhiculer. Et pour moi, le cheveu, ça fait partie du corps, ça fait partie de l'intime, du body positif, du body langage, du body positif. Donc le cheveu, c'est pas que quelque chose... Et comme le maquillage, souvent, je le dis souvent, pour moi... le rouge à lèvres, c'est pas qu'un bâton que tu mets sur les lèvres. Pour moi, ça peut être c'est pas que ça peut être, c'est quelque chose de thérapeutique pour moi. Tout ce qui a un rapport avec la beauté et le corps, ça peut être thérapeutique. Et on le voit souvent avec les femmes qui tombent malades ou qui sont incarcérées. La première chose qu'elles vont te dire, c'est le fait de pouvoir prendre soin d'elles, de s'occuper de leurs cheveux ou de se maquiller. Ça leur met du baume au cœur. Donc pour moi, le cheveu, c'est plus qu'une histoire de caprice. C'est un vrai empowerment. C'est un vrai empowerment. Parce que, moi, j'aurais jamais imaginé, j'avais du mal, j'avais des grands rêves, mais j'aurais pas imaginé qu'on irait jusqu'aux Champs-Élysées. Moi non plus. Là, je me souviens quand je me suis arrêtée là devant. On a réussi à mettre 3 femmes noires sur une affiche, sur l'une des plus grosses affiches qui existent à Paris. Ouais. C'est 500 mètres carrés. Hein. C'est beaucoup, ouais. On est en train de parler d'un immeuble. Et du coup, c'est le message que moi, je voulais transmettre aux enfants et aux petites filles. C'est important. Parce que quand je disais tout à l'heure au début que tu étais transgénérationnelle, t'as un enfant de 21 ans maintenant, ta petite sœur elle-même a grandi avec toi à tes côtés, elle est maman.
moi-même, j'ai des enfants et certaines de mes clientes m'ont connue, elles avaient 25 ans. 14 ans plus tard, elles ont des enfants de 7, 10, 15 ans. Ouais. Donc, je pense que le fait d'évoluer dans le temps et d'être transgénérationnel donne cette force à Secret de Loli, mais donne aussi cette force à Black Beauty Bag. Ouais, non, c'est important de transmettre le message. Et même quand je vois aujourd'hui dans la rue qui est plein de petites filles avec leurs cheveux crépus, moi je vois même mes sœurs, elles ont toutes, en me voyant, elles ont toutes arrêté de se défriser. J'ai des sœurs qui sont loxées, j'ai un frère qui est loxé. Mon fils, il avait ses locks, après il les a recoupés, là il veut faire l'afro. Maintenant, on a une versatilité Ouais. qu'on s'autorisait pas. Qu'on s'autorisait pas avant, ouais. Ouais. Quelle est la question que j'aurais aimé qu'on me pose aujourd'hui? Voilà, j'ai l'impression de faire un devoir. Quand tu étais au bac, là, que t'avais un devoir ça fait le même effet à tout le monde. Ça. J'allais dire... Philo. Philo, voilà. Oh là là. Alors, la question que j'aurais aimé qu'on... C'est une très belle question, difficile en même temps. Est-ce que tu aimes la Fatou Ah, est-ce que tu aimes la Fatou que tu es devenue que aujourd'hui? je suis devenue, ouais. Et la réponse? Ah, en plus, il faut répondre. Ah oui. Alors, est-ce que j'aime la femme que je vois devant le miroir à 45 ans? Oui, je l'aime beaucoup. Parce que pour moi, il n'y a pas plus belle expérience féminine que de pouvoir se dire qu'on est libre et qu'on a la liberté de pouvoir exprimer cette liberté, d'être soi-même, de ne pas s'excuser d'être soi-même. Ouais, tu t'es jamais excusée d'être toi-même, Ah non. c'est sûr. Et tu m'as beaucoup inspirée merci. sur ça. Ne jamais m'excuser d'être moi-même, ça fait partie des leçons que j'ai tirées de te côtoyer toutes ces années-là. C'est gentil. Et pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je suis sûre que tu as transmis, effectivement, ne jamais s'excuser d'être soi-même et de s'affirmer comme on est. Oui, mais c'est ça. C'est ma réponse. Eh bien, Fatou, merci. Merci pour cette belle leçon. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci.